Régis Coetchett, vous êtes diplomate, notamment en poste à Tripoli, à Bagdad et Islamabad, avant d'être consul général de France, je précise, à Jérusalem entre 2002 et 2005, et puis ambassadeur de France à Kaboul entre 2005 et 2008. De ces deux dernières expériences, vous avez tiré deux livres qui viennent de paraître, donc en 2021. D'une part, Diplomate dans l'Orient en crise, aux éditions Maisonneuve, La Rose et Hémisphère, et à Kaboul, rêvait mon père, André Malraux en Afghanistan, aux éditions Nevikata. Alors, bonjour d'abord. Bonjour. Et merci de nous accorder un petit peu de temps pour revenir sur ces deux livres. Alors, justement, vos deux livres, ils rencontrent une actualité forte avec la reprise de Kaboul et de l'Afghanistan en général par les talibans en août dernier. Est-ce que vous vous attendiez à cet événement et quelle analyse, presque 2 mois après, vous en faites? Je m'y attendais, je dirais, un petit peu, bien sûr, puisque à travers, y compris mon expérience, et déjà, à vrai dire, dans les années 2006-2007, on voyait bien les difficultés et, je dirais, par certains côtés, les incompréhensions, éventuellement parfois les malentendus qui pouvaient exister entre la présence de la communauté internationale et son action en Afghanistan, que ce soit une action civile ou une action militaire. Donc, je veux dire, ça transparaît un petit peu dans une certaine mesure à travers ce que j'ai écrit. Pour autant, bien sûr, on a été terriblement frappé par ce qui s'est passé cet été. Je veux dire que l'image de ces 700 Afghans se serrant les uns contre les autres dans un gros porteur américain, c'est une image terrible, enfin, et qui nous a bouleversés, à la fois tristesse, mais aussi quelque part colère, et aussi quelque part, il faut bien le dire, honte. Et je dirais que, bien évidemment, l'actualité rencontre d'une manière un peu forte mes deux livres, d'une manière par moments difficile d'ailleurs, parce que il faut que je gère aussi un petit peu ce carambolage et essayer d'en faire quelque chose d'utile, je dirais, pour l'Afghanistan et pour les Afghans. D'accord. Ben, justement, dites-nous-en un peu plus sur ce fort intérêt que vous avez pour l'Afghanistan, qu'avant 2005, vous étiez un peu autour, j'ai envie de dire, de l'Afghanistan, mais cet intérêt, parce que cet intérêt, il a autant touché Malraux, sur qui vous, justement vous écrivez, que les French Doctors, dont vous parlez aussi dans le livre Diplomate dans un Orient en crise. Alors, d'où il vient cet intérêt pour l'Afghanistan? Oui, bah, ça fait partie un petit peu, je dirais, de la magie ou de la mythologie de l'Afghanistan. C'est vrai que c'est un pays, bon, c'est évident, enfin, on dit d'une beauté absolument extrême, et bien sûr, ça joue. Mais je dirais qu'il y a eu pour moi la rencontre aussi avec la complexité de l'Afghanistan quand j'étais en poste au Pakistan, où j'ai à ce moment-là, c'était dans les années 80, c'était pendant l'intervention soviétique en Afghanistan, et j'ai découvert à la fois le dossier de l'Afghanistan, des Moudjahidines, des French Doctors, des réfugiés, et j'ai pu je veux dire, le traiter avec une certaine liberté qu'on ne retrouverait plus probablement aujourd'hui dans le fonctionnement d'une ambassade. Et donc, ça m'a mis vraiment dans un contact très direct avec cette réalité qui est prenante hein, et qui, je crois que tous les journalistes, tous ceux qui sont passés par ce pays, les humanitaires sont marqués, je dirais, au fer rouge par l'Afghanistan aussi, et à la fois parce que le pays a cette beauté, parce que les gens ont ce caractère, mais aussi parce que je dirais, les problèmes sont extrêmement lourds. Et donc, nous sommes quelque part investis aussi dans cette réalité
à la fois politique, humanitaire, sécuritaire, et qui pèse, je dirais, très lourd pour la vie du monde en général, quoi. Puisque moi, je suis attaché à cette notion de centralité de l'Afghanistan. Je sais qu'elle est discutée. Aujourd'hui, Biden dit que cette centralité n'a plus probablement la même force et la même réalité, mais il est sûr que du temps de Malraux, dans les années 30, où ce pays s'ouvre au monde, et cette notion de centralité, tout le monde va un peu en jouer, y compris d'ailleurs les surréalistes. Donc c'est intéressant de noter qu'on est dans un lieu du monde qui est particulier, dont on ne sait plus très bien d'ailleurs comment le situer. Ça fait aussi partie je dirais, du dossier. On n'est plus au Moyen-Orient, on est sur le bord de l'Asie centrale, on n'est pas naturellement on est, voilà. Et je crois que cet élément-là compte. En tous les cas, moi, en tant que diplomate, ça a été bien sûr une expérience forte. Et quelque part que je continue, je la poursuis aujourd'hui à titre associatif. D'accord. On va y revenir justement à votre engagement associatif, mais sans d'ailleurs trop s'en éloigner. Parce que si je parlais des French Doctors, ce n'est pas par hasard. Vous parlez d'eux, en effet, dans votre livre sur votre double expérience à Jérusalem et à Kaboul. Vous avez été proche des humanitaires et vous l'avez été encore après. Mais justement, la question que l'on peut se poser pour un diplomate, c'est comment on maintient la juste distance entre la diplomatie d'État et l'action humanitaire indépendante. Je dirais que ça s'est fait de manière assez naturelle, à vrai dire, parce que nous étions en confiance les uns avec les autres. Et je dirais chacun dans notre couloir de nage, comme on dit, que ce soit à Peshawar, à Islamabad, ensuite à Kaboul, ou à Jérusalem, ou à Gaza, je dirais, moi, j'étais dans une fonction officielle et je ne m'en suis jamais caché et je ne m'en suis jamais départi. Je fonctionnais d'une manière, je dirais, claire à ce propos-là, avec des exigences, avec des tâches qui étaient celles d'un diplomate. Et avec les humanitaires, il y avait à la fois la prise en compte de ce qu'ils faisaient, qui était bien sûr tout à fait admirable. Il y avait aussi l'aide que l'on pouvait leur apporter. Souvenez-vous, en Afghanistan, il fallait les aider aussi une fois qu'ils rentraient, qu'ils n'étaient plus dans les clous administratifs. Il fallait les aider à regagner la France. Et là, nous étions dans une complémentarité, je dirais, fonctionnelle. Et puis, il y a bien sûr, je dirais, une empathie que l'on partage, des interrogations que l'on peut partager. Et ça s'est fait, je dirais, de manière assez forte, naturelle. Par moments aussi, n'oublions pas, on est confronté à des réalités qui sont dures. J'ai commencé ma mission à Peshawar avec la mort d'un coopérant français assassiné. Je dirais que c'est quelque chose qui vous marque, si vous voulez. On voit bien qu'on est à la fois proche. À l'époque, j'étais souvent au CICR. Le CICR avait un petit hôpital à Peshawar qui récupérait les gens qui rentraient de l'intérieur. Et voilà, on était dans une réalité qui était dure, mais en même temps dans une réalité qui était fraternelle. Et moi, je n'ai jamais, disons, été en difficulté pour faire en sorte que j'ai toujours respecté aussi le fonctionnement des humanitaires, leur indépendance, la façon dont ils entendaient gérer leurs propres affaires. Et de la même manière, eux avaient la même relation avec moi. Et donc, nous l'avons retrouvé à Gaza, nous l'avons retrouvé ensuite à Kaboul, ce fonctionnement-là. Et moi, j'ai gardé vraiment un respect, une amitié, et encore aujourd'hui, en tous les cas, c'est quelque chose qui pour moi est important. J'ai dit aussi, alors bon, là on est un petit peu, je dirais, dans la politique. Pour moi,
ils font partie des gènes de la relation franco-afghane. Alors voilà, et j'en parle dans le livre en montrant effectivement qu'il peut y avoir dans leur action une dimension politique. D'ailleurs, certains la souhaitent aussi, hein. Et voilà, mais pour moi, la relation entre la France et l'Afghanistan a dans ses composantes l'action du mouvement humanitaire français. Et d'ailleurs, vous utilisez l'expression aussi bien pour Jérusalem, mais on sent que c'est quand même plus fort pour l'Afghanistan. Vous parlez de berceau de Oui, l'humanitaire. Et c'est vrai, mais je pense que je crois que les anciens de l'humanitaire parlent de l'Afghanistan aujourd'hui avec toujours avec beaucoup d'émotion. Et moi, quand j'ai à les rencontrer, ils m'en parlent. Enfin, c'est une expérience qui les a marqués. C'était des missions longues, il ne faut pas l'oublier. C'était des missions où on partait parfois pour des mois avant la fermeture d'école. Il n'y avait pas d'Internet à l'époque. Donc, je veux dire, il n'y avait plus de relations avec les familles, avec la France, avec nous. Nous étions là à attendre leur retour. On avait des informations qui pouvaient nous parvenir de temps en temps par ce que l'on appelait les commandants. Mais voilà, donc ces gens-là ont vécu une expérience très forte. Ils l'ont vécu avec beaucoup de solidité psychologique, morale, et c'est vrai que ça les a marqués, et c'est vrai que quelque part, ça a marqué aussi le mouvement humanitaire français. Et cette proximité, elle s'est poursuivie entre vous et les humanitaires. Votre retour d'Afghanistan, vous avez pris une large part à la mise en place au ministère à Paris, Oui, de la Direction générale de la mondialisation, donc très en lien avec la société civile, comme on dit. Et puis, vous-même, à titre personnel, vous avez gardé des liens forts avec les humanitaires au sein notamment de l'association Afran, l'association Amitié franco-afghane. Euh, alors, j'ai envie de dire, voilà, qu'est-ce qui a fait que vous avez encore prolongé cet engagement? je dirais que ça s'est fait de manière très naturelle et très heureuse. Et j'emploie volontiers ces mots qui sont un petit peu émotionnels. Le jour où j'ai quitté le Quai d'Orsay, c'était le jour de mes 65 ans. Et en fait, Charon était à la Fondation de France. Francis Charon, non? Voilà, Francis, et il m'avait dit, écoute, alors moi je lui ai dit, je serais ravi à la retraite de pouvoir effectivement rejoindre le Comité des solidarités internationales. Ce que j'ai fait. Pierre Lafrance, qui était à ce moment-là le président de Madeira, qui est une ONG de développement rural, m'a dit qu'il souhaitait aussi un petit peu pouvoir prendre un peu plus de distance. J'ai rejoint avec beaucoup de plaisir cette ONG. Et puis j'étais un vieux d'Afran en fait, et donc là j'y suis resté de manière naturelle, mais j'ai pu avoir une liberté pour écrire, et notamment pour écrire dans cette revue qui est absolument magnifique, qui s'appelle Les Nouvelles d'Afghanistan, qui a 40 ans. Et voilà. Et j'ai également rejoint la Cour nationale du droit d'asile, où je siège, et j'y siège une fois par semaine, en gros, et pour moi, c'est très important aussi. Et tout ça, c'est fait, je dirais, de manière assez naturelle, et finalement, c'est bien de pouvoir aussi donner à la diplomatie voilà, cet exercice post-diplomatique, le faire quand on peut le faire, et le faire aussi avec, avec les armes qui sont les nôtres, de connaissances, de relations, d'éléments qui peuvent un petit peu nous permettre de faire avancer les choses. Et d'ailleurs, quand même, tout de même, vous n'êtes pas un diplomate comme les autres, j'ai envie de dire quand même, parce que il y a une formule que vous utilisez dans votre livre qu'on ne s'attend pas forcément à trouver sous la plume d'un diplomate. Vous parlez d'une diplomatie par la peau. Et je trouve que la formule est belle et peut-être que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur, parce qu'il y a autre chose que la formule.
Oui, cette formule, je la dois à Gérard Chaliand. Gérard Chaliand qui est venu à Kaboul, qui me parlait de ce qu'il appelait la connaissance par la peau, c'est-à-dire une connaissance que l'on a des thèmes, des sujets en touchant de manière physique à la fois les gens, les réalités, les odeurs, un petit peu tout ce qui est finalement, tout ce qui relève de la proximité. Et pour moi, c'est effectivement une donnée très importante dans la diplomatie. Et ce qui me fait un petit peu peur aujourd'hui, c'est que cette proximité est en péril. Elle est en péril dans le fonctionnement des diplomaties modernes. On se parle par Zoom, et bien dites-vous qu'on peut aussi faire des démarches par Zoom et que dans des pays justement où il y a une certaine insécurité, où il y a des embouteillages de folie, etc., la tentation peut être grande de fonctionner finalement sans cette proximité. D'autant plus que cette proximité, ce n'est pas forcément toujours ce que Paris attend de vous. Enfin, pour eux, ça peut être un petit peu quelque chose d'anecdotique. Mais moi, effectivement, je suis attaché à cette dimension qui est celle d'une diplomatie de proximité, du terrain. Le mot terrain est un mot qui est d'ailleurs pris aux humanitaires, c'est-à-dire l'importance du terrain, l'importance tout simplement des gens et de problèmes qui peuvent être ceux que l'on perçoit parfois de manière simplement en surface. Et je n'en cache pas dans le livre de dire qu'en Afghanistan, j'étais convaincu qu'une partie considérable des choses m'échappait en fait. Mais je crois qu'aller au contact, et puis aussi ça traduit une forme de confiance dans ce que l'on fait, une forme de confiance dans ce que sont nos interlocuteurs. Et je dois dire qu'en Palestine, c'était important. Ils me voyaient effectivement. Quand j'allais à Gaza, j'allais très souvent à Gaza. Et pour eux, c'était tout simple. Ils me le disaient d'une manière très simple. C'était un élément de confiance. Ils n'étaient pas tout seuls. Justement, vous rappeliez vos fonctions actuelles à la Cour nationale du droit d'asile. Et dans votre livre sur votre expérience de diplomate, vous dites une phrase qui est, enfin on va en parler, mais vous dites: les Afghans constituent désormais la majorité des demandeurs d'asile. Au terme de leur parcours, je les retrouve en salle d'audience. Alors, à la fois, il y a cet attachement que vous avez aux Afghans. Il y a aussi quand même une part de désespérance euh, à, à faire ce constat, c'est-à-dire que les gens de ce pays que vous avez beaucoup connus, beaucoup aimés, vous les retrouvez en salle d'audience à Montreuil. Oui, oui. Euh, donc, ça doit être compliqué à gérer cette continuation un peu funeste. Oui, mais je dirais que ça va au-delà aussi des Afghans. Ce contact que l'on a avec les demandeurs d'asile d'une manière très directe, nous sommes dans la même salle, face à face, nous pouvons les interroger d'une manière très libre, nous le faisons, ils sont là. C'est une expérience qui est très exigeante, hein, qui n'est pas facile, et parce que voilà, on est bien sûr attaché à comprendre les vraies situations pour apporter la vraie réponse et la protection, si c'est la protection dont le requérant a besoin. Euh, voilà, mais comment… Alors, bien sûr, les Afghans, pour moi, je les vois, j'ai des cartes en main, si vous voulez, de connaissances. Et puis, il faut effectivement, c'est ce que je dis aussi, je les vois arriver en jean, en blouson. Je les imagine un peu venant, parce que souvent, ils viennent de villages assez éloignés. Donc, ils ont eu une vie assez traditionnelle. Et entre les deux, il y a un parcours un peu très dur, hein, qui dure plus d'une année, qui passe par les Balkans, qui passe par toutes les zones que vous connaissez. Et souvent, ce sont des gens jeunes. Ils sont là,
retrouve, il réalise aussi quelque part que je suis, que j'ai une connaissance de leur pays, et il faut un petit peu qu'on gère tout ça, qu'on le fasse au mieux, qu'on le fasse d'une manière qui soit à la hauteur aussi de ce que sont les règles de notre République, de ce que sont les règles de l'asile, et en même temps de faire en fraternité. Et bon, c'est pas un exercice facile, c'est sûr, mais je dirais que toutes les nationalités que nous rencontrons à la cour, ce sont chaque fois des récits, des situations qui sont extrêmement dures, compliquées, qui demandent du temps. On est pressé aussi par le temps. Il faut qu'on arrive un petit peu à gérer, à comprendre tout cela. Et comme je le dis souvent, après, on refait le match. Enfin, c'est une expérience qui est forte, mais je suis, à vrai dire, très heureux de pouvoir la conduire. Justement, lorsqu'il y a eu la reprise de Kaboul et de l'Afghanistan par les talibans, et là, je voudrais faire le lien et poser avec la question de la migration en général et d'une certaine manière, se poser la question si la France, mais l'Europe en général, est à la hauteur de l'histoire d'un pays comme l'Afghanistan et du rôle qu'elle a joué. Vous l'évoquiez tout à l'heure, ce rôle tout de même très central, car finalement, l'une des premières peurs que l'on a exprimées au moment de cette reprise du pays, c'est qu'il y ait des flux de migrants afghans. Le président de la République française notamment a voulu rassurer, on ne sait qui, mais il a voulu rassurer en disant qu'on serait très attentif à ce qu'il n'y ait pas de vagues afghanes en France notamment. Comment vous analysez avec votre expérience et votre connaissance ce type de crainte? Bon, on a affaire, d'abord, c'est une population qui, la migration afghane n'est pas quelque chose de nouveau, si vous voulez. Hein. Il y a un livre qui est très intéressant, qui a été écrit par un anthropologue suisse qui s'appelle Homo itinérance et qui concerne la migration afghane dans le monde entier. Vous avez des communautés afghanes en Australie, bon, c'est une réalité ancienne. Et puis, il y a eu les données politiques, et notamment au moment de l'intervention soviétique. Moi, j'étais à ce moment-là à Kaboul, à Islamabad, pardon, et on donnait des visas, notamment aux élèves du lycée Istiklal qui fuyaient la conscription et l'engagement. Et Atik Raimi, si vous voulez, le prix Goncourt, je l'ai vu au Pakistan. Et c'est là où nous nous sommes connus la première fois. Et c'est donc ça, vous voyez, ça remonte, ces flux de l'exil en quelque sorte. Et nous pouvons être fiers que Attic ait eu le prix Goncourt pour un livre qu'il a ensuite écrit en français, ce qui montre aussi ce que peut apporter en termes de dialogue, de compréhension, d'échanges culturels. Aujourd'hui, on a cette réalité qui s'est poursuivie pendant les menaces de toutes ces dernières années, avec des gens qui fuyaient une répression taleb, qui fuyaient aussi la violence qui existait dans les villes. Moi, je suis retourné plusieurs fois en Afghanistan au titre associatif et j'ai vu, si vous voulez, ce que pouvait être cette violence et insécurité à laquelle était confrontée la population. Alors aujourd'hui, il y a encore une nouvelle forme, je dirais, de migration, c'est-à-dire ces gens qui ont fui, qui ont été exfiltrés, comme on dit, d'une réalité sur laquelle nous avons aujourd'hui les uns et les autres encore des éléments à comprendre, à mieux comprendre quelle est la situation exacte en Afghanistan, mais des gens qui étaient
qui avaient eu une relation d'amitié avec nous, qui avaient été en travail d'une manière ou d'une autre, et puis toute cette population de journalistes, d'artistes, de créateurs, des femmes qui étaient engagées, ont effectivement souhaité ou ont été contraintes de quitter leur pays. Il faut réaliser aussi que les Afghans sont des gens qui sont très attachés à l'Afghanistan. C'est une souffrance. Et moi, je les vois ici aujourd'hui en France, et je veux bien qu'il faut que les gens comprennent bien qu'ils sont là, ils sont heureux, ils sont reconnaissants à la France de les avoir accueillis, mais ils sont en souffrance parce qu'ils pensent à leur pays, ils pensent bien sûr à leurs proches, à leurs parents qui sont restés là-bas. Et il nous revient d'accompagner en quelque sorte cet accueil. Mais voilà, et aujourd'hui, ceux qui sont avec nous dans nos régions, puisque la France a choisi effectivement de les répartir, et je trouve que c'est une démarche extrêmement heureuse. Ils sont dans nos villes, ils sont parfois dans des petites villes, voire dans des campagnes. Moi, j'ai vu ceux qui se trouvaient en Normandie, j'ai vu ça cet été, et parler avec eux, c'était juste avant la rentrée scolaire, tout ce qui était naturellement pour eux, pour leurs enfants, une rentrée scolaire pour les jeunes filles sans le voile et des choses comme ça. Tout ça, il faut l'accompagner, le préparer. Et il faut bien sûr, et si vous voulez, c'est plus que le risque, etc., c'est se dire que voilà, c'est une expérience qui peut effectivement être difficile et qu'il faut, je dirais, d'une manière ou d'une autre, être en proximité avec eux. Et nous avons beaucoup de compatriotes qui sont impliqués dans l'accueil. Moi, j'étais également au comité Solidarité Migrants de la Fondation de France pendant 2 mandats, donc j'ai vu, si vous voulez, aussi comment la communauté nationale, à travers ses associations, à travers des collectifs, à travers des dispositifs, finalement répondait présent. Et donc, je crois qu'il faut... Alors, les Afghans sont là, ils sont naturellement très soucieux de ce qui se passe dans leur pays, mais en même temps, ils sont, je crois, désireux de s'impliquer, s'insérer au mieux en France, que ce soit pour leurs enfants un moment de formation. Et donc, c'est une histoire qui s'ouvre, et je crois que nous devons espérer et nous devons faire en sorte, moi, comme je vous l'ai dit, vous l'avez compris, la dimension culturelle est importante pour la diplomatie, mais je dirais également pour tout ce qui est l'accueil des réfugiés. C'est-à-dire qu'il faut aussi qu'ils soient à même d'exprimer leur propre attachement culturel à leur pays et que nous, d'une manière ou d'une autre, on puisse en quelque sorte mettre tout cela au service d'une relation d'amitié et de solidarité. Alors, on a quelque part un objectif qui est que 2022, c'est 100 ans après 1922. Et 1922, si vous voulez, puisqu'on parlait de Malraux tout à l'heure, 1922, c'est le démarrage de la relation entre la France et l'Afghanistan par la culture et par une décision afghane qui vient nous chercher en quelque sorte. Donc 2022, c'est le centenaire de cette relation. Et je pense que c'est l'occasion un petit peu de rappeler un petit peu tout ça, de le faire aussi avec nos amis afghans. C'est aussi pour eux l'occasion de témoigner un petit peu de cette longue histoire. Merci beaucoup, Régis Coetchet. Voilà, écoutez, merci en tous les cas de m'avoir donné la possibilité d'évoquer un petit peu toute cette histoire.